Bonsoir, bonsoir. Donc, je m'appelle Pierre Desclos, je suis consultant en cybersécurité chez Accenture avec mon collègue Naïm. Ça fait 5 ans que je travaille en cybersécurité. Je suis administrateur SOC depuis 3 ans, puis Naïm il travaille en sécurité applicative. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler de détection de deepfake dans un navigateur, dans le cadre d'un navigateur web. Voilà, je pense que c'est un sujet assez important, lié notamment aussi à la défense des États, le droit à l'information. Donc, on va essayer de vous parler un peu de ce sujet-là au niveau technique. Naïm, je te laisse débuter du coup. Il fonctionne ou quoi? Oui, C'est bon? Ok. merci Pierre. Et merci d'être venu ce soir. Donc, les braquages de banque d'aujourd'hui ne se font pas avec des fusils ni de masques. Et en février dernier, un employé de la finance à Hong Kong a participé à une réunion Zoom qui lui a coûté 25 millions de dollars. Pendant cette réunion, des fraudeurs ont utilisé un deepfake du directeur financier de l'entreprise pour inciter cet employé à transférer cet argent-là. Mais cet incident fait partie d'une tendance grandissante, ou plutôt d'une véritable chaîne d'approvisionnement de deepfake, si on veut. Les attaques médiatiques via deepfake ont augmenté de plus de 600% l'an dernier, et les attaquants s'organisent rapidement. D'ailleurs, presque la moitié des groupes qui utilisent ces deepfakes ont été créés seulement l'an dernier. Alors, concernant les techniques d'ingénierie sociale telles que le deepfake, on connaissait déjà les techniques de clonage de voix, donc ça, c'est pas nouveau. Mais il y a eu énormément de progrès qui a été récemment effectué pour les deepfakes qui ouvrent la porte à des attaques de hameçonnage de plus en plus sophistiquées. Bon, nous, on savait qu'il y avait un sujet à traiter, donc on a commencé par faire une revue de la littérature scientifique à ce sujet. Puis on a trouvé 3 démarches pour résoudre le problème de la détection de deepfake. Donc on a la démarche proactive, la démarche active et la démarche passive. Et puis Naïm va vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc, les solutions actives incluent les signatures numériques, tout ce qui est la cryptographie et le filigrane ou le watermarking. Dr. Zhang de Harvard, dans un article retentissant de cette année, suggère que les filigranes peuvent être contournés facilement par un attaquant APT. De plus, leur efficacité est amenée à chuter drastiquement dans le futur alors que les systèmes d'IA évoluent. Bref, pour la détection de deepfake spécifiquement, les filigranes ne vont pas suffire. On a des solutions proactives qui émergent, qui vont inclure des approches forensiques ou encore certaines plateformes de médias sociaux qui vont empêcher par défaut le téléchargement de photos de profil qui vont être de type deepfake. De notre côté, les solutions passives, elles incluent des détections basées soit sur les pixels ou sur le format. Donc notre solution d'extension Chrome qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle s'inscrit dans cette catégorie de détection passive. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'origine de notre extension Chrome. Donc, 53% du trafic web provient des usagers mobiles et 90% de ce dernier vient des applications mobiles plutôt que des navigateurs. Mais on a un problème, c'est que les applications iOS sont isolées dans un sandbox, dans un environnement sécurisé. Donc, ce n'est pas possible à créer une application entière qui surveille ton fil d'actualité de Facebook ou TikTok pour t'avertir si tu vois un deepfake. Donc, il faut que la détection passe au niveau de la plateforme elle-même, par Facebook. Alors, que faire? Nous avons décidé de traiter au moins le problème au niveau du navigateur. Vous le savez bien, en cybersécurité, c'est un peu le jeu du chat et de la souris en termes de recherche. Donc, on a des nouvelles méthodes d'attaque qui sont inventées. Et puis, on va essayer de les contrer, notamment pour les deepfakes. On va essayer de détecter les dernières méthodes de deepfake qui existent sur le marché. Pour cette raison, on a été conseillé par certains experts qui nous ont dit de ne pas nous lancer dans la création d'un modèle, mais plutôt d'utiliser un modèle existant pour détecter les deepfakes au niveau du navigateur. Alors on s'est demandé, est-ce que actuellement on arrive à bien détecter les deepfakes sur un navigateur? Donc on a regardé un peu la série de plugins existants. Nous pensions que la réponse était oui, mais complètement faux. Nous avons évalué presque 10 extensions et aucune d'entre elles n'a fonctionné. Donc, c'est à nous d'en faire une. Nous avons conçu l'extension de manière modulaire
pour que les usagers puissent facilement remplacer le modèle IA lorsque le jeu du chat et de la souris progresse. La première étape a été de choisir un modèle à intégrer le cerveau de l'extension. C'était pendant notre lecture des études et des méta-analyses qu'on a remarqué quelque chose de très intéressant qu'on a dû confirmer auprès d'un auteur primaire dans le domaine. C'était que le monde académique s'est concentré presque exclusivement sur la détection des deepfakes générés par des modèles GAN ou des réseaux génératifs antagonistes. Ce sont des modèles plus anciens. Mais ils ont négligé les images générées par des modèles de diffusion récents comme DALL-E ou Midjourney. En plus de cette lacune concernant la détection des deepfakes générés par des modèles de diffusion, on a relevé d'autres problèmes avec les techniques de détection de pointe proposées. Premièrement, les meilleurs modèles actuellement, ils se concentrent trop sur les visages. Or, les deepfakes, ils ne se limitent pas au visage. Aujourd'hui, on peut avoir un deepfake qui représente une usine en feu ou alors une manifestation avec des visages masqués. Et dans un contexte géopolitique tendu, la création de ce genre d'image et sa diffusion sur les réseaux sociaux peut être très problématique et très dangereuse. Donc, pour surmonter cette limitation, cette surfocalisation sur des visages, on a choisi un modèle entraîné sur un ensemble de données, des deepfakes, qui comprend des objets du quotidien, comme des animaux de compagnie, des panneaux de signalisation, des chevaux. Cet ensemble de données nommé SciFake, et grâce à une équipe britannique l'an dernier, ce qui met en lumière un autre problème souvent mentionné dans la littérature, c'est un manque de jeux de données de haute qualité pour la formation. Ensuite, on a certains modèles spécialisés qui utilisent des techniques qui pourraient être contournées par un attaquant APT. Donc, un exemple de contournement qui existe, c'est le célèbre modèle d'Intel qui suit le flux sanguin sur les visages humains. Donc, en plus de se limiter aux visages humains, qui était un problème qu'on vient de citer, dans les conditions optimales, la technique elle peut être contournée par ce qu'on appelle un bioGAN qui va imiter les signaux biologiques. Et donc, on en revient à ce schéma de on invente une nouvelle manière de détecter les deepfakes et les deepfakes se perfectionnent et arrivent à être de plus en plus performants et de plus en plus imiter, par exemple, l'être humain dans ce cas présent. Notre prochaine lacune est malheureuse, c'est que les modèles sont surajustés ou overfitted aux données sur lesquelles ils sont entraînés. Et le résultat ne se généralise pas bien à d'autres ensembles de données, des deepfakes qu'on peut voir dans la vraie vie. Donc le problème, c'est que cela n'est pas souvent mentionné dans les articles. Donc on a dû cloner le repo GitHub et on était obligé à reproduire les expérimentations nous-mêmes. Et la dernière lacune, c'est une lacune pour nous, en fait, et c'est la nécessité d'un GPU. Donc, on veut exécuter ce modèle de détection localement sur nos ordi, nos cellulaires du quotidien. Et pour certains modèles, on peut modifier le code, comme vous voyez à l'écran, pour les faire tourner sur CPU, mais cela ne fonctionne pas toujours. Ça va donc être très difficile pour le modèle de détecter des images générées par les meilleurs modèles de diffusion comme DALL-E 3 par exemple. C'est assez récent que le monde académique a reconnu que la détection des images générées par des modèles de diffusion est un problème à traiter sérieusement. Donc on est un peu comme pour l'IA générative à des prémices, entre guillemets. Et c'est ainsi qu'est né Dire. Donc on a eu cet article qui a un peu révolutionné le sujet, qui consiste à reconstruire une variante du deepfake et à utiliser un modèle de diffusion. Ensuite, on a eu Distill Dire, qui a poursuivi cette approche de reconstruction puis comparaison. Donc on va essayer de reproduire un deepfake similaire à celui qu'on essaie d'étudier, puis ensuite on va les comparer pour voir si on a un pourcentage de ressemblance. Et lorsqu'on passe ce pourcentage de ressemblance, qu'on va déterminer via un seuil, on va estimer qu'on a tant de pourcentage que ça soit un deepfake. Et c'est comme ça qu'on arrive à détecter les deepfakes via cette méthode.
Le problème qui persiste, c'est qu'on a besoin d'un GPU puisqu'on reconstruit une image de deepfake. Et donc là, on est sur un problème actuel, c'est que on va avoir des deepfakes aujourd'hui sur toutes les plateformes. Et donc, quand on est sur des petits objets connectés tels que les smartphones, même si la technologie, les GPU progressent en termes de puissance et même d'existence sur la plupart des smartphones, on est quand même plus limité que sur un ordinateur. Et donc, ça limite le modèle de détection. Alors, on a des techniques de pointe, cette technique de reconstruction par diffusion, mais même après, on a cloné le repo GitHub, on a appliqué cette technique, on a fait rouler le code nous-mêmes. On a obtenu un taux de précision de 6% sur des images pour des images de deepfake du nouveau modèle Midjourney, que les auteurs n'ont pas mentionné, mais seulement sur le GitHub que vous voyez ici. On a du 3D du chinois, mais c'est là, 6%. Ça signifie que dans notre étude, cette partie-là, elle doit être laissée à la communauté académique qui doit continuer à faire de la recherche sur le sujet jusqu'à qu'elle s'améliore ou alors jusqu'à qu'on ait une innovation qui fasse un bond de manière significative. Donc jusque-là, on a réévalué les nouveaux modèles formés sur des images de deepfake. Donc je te laisse la main, Naïm. Donc, on a exploré plusieurs modèles. Celui qu'on a choisi est issu de l'article Faster Than Lies, Real-Time Deepfake Detection Using Binary Neural Networks. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'on a le modèle, on a le code, mais on ne peut pas simplement l'utiliser tel quel. Il faut le convertir dans un format qui est compatible avec le navigateur. Voici donc Onyx. En novembre 2018, donc on a Onyx pour Open Neural Network Exchange qui a lancé la première version de Onyx Runtime Web. C'est un package qui permet de convertir un modèle au format Onyx pour qu'il puisse fonctionner dans le navigateur. Cependant, intégrer Onyx Runtime Web dans les extensions de navigateur restait un énorme défi. Avec seulement 2 exemples sur GitHub et après une longue période d'essais-erreurs, un peu de chance, on a réussi à intégrer Onyx, mais l'extension ne fonctionnait toujours pas avec nos deepfakes. C'était là que notre phase de débogage a commencé. Laissez-nous vous montrer. Donc en appelant le modèle, on utilise le script Python test sur la gauche qui est fourni par les auteurs dans le dépôt GitHub. Vous vous demandez peut-être ce que signifie exécuter un modèle. Eh bien, nous voyons le modèle s'instancier donc à la ligne 70. Ça fait référence à un backbone, ce qui signifie que les auteurs réutilisent le modèle existant qui provient d'une autre étude de recherche qu'ils ont simplement réentraîné. Le modèle réutilisé est Bnext et on voit ça dans le fichier de modèle appelé sur la droite. En creusant davantage, on a remarqué que le modèle effectuait déjà le pré-traitement, donc on l'a supprimé du code du plugin et ça a drastiquement amélioré ça a corrigé en fait nos problèmes de précision qu'on avait sur le texte. Je vais te laisser lancer la démo. Ici, je suis dans mon environnement développeur pour les extensions. Je téléverse le dossier avec les fichiers du plugin. Et sur mon autre onglet, j'ai les deepfakes qui font partie du jeu de données de formation. Donc, les voilà. Chaque image que le modèle reconnaît comme deepfake est entourée en rouge. C'est parfait. Puisque ce sont des images d'entraînement, on attend exactement à ça, à ce que toutes les images soient entourées en rouge. Mais on voit 2 qui ne sont pas. Alors, de faux négatifs. Malgré ça, on a un taux de précision de 90% et tu vois les logs à droite. Ici, la probabilité d'être faux, c'est 99%. Alors, beaucoup de confiance là-dessus. Passons à démo numéro 2, même début ici, mais maintenant les images sur l'onglet sont de vraies images, pas de deepfake. Et la plupart d'elles qu'on voit ne sont pas entourées en rouge, pauvre logo du site web discriminé par notre logiciel à détection. Il faut ignorer ces images bénies pour version 2. En tout cas, il y a quelques faux positifs qu'on voit, mais dans l'ensemble, ça marche.
Maintenant, pour le vrai test, on exécute le plugin avec des images deepfake récupérées sur la toile. Ici, on revient à la généralisation à d'autres jeux de données qu'on cherchait. Et le voilà, le plugin, on voit, réussit lentement à repérer ces deepfakes. Donc, ouais, parfait. Donc, voici comment notre extension Chrome est structurée. Elle utilise un fichier modèle.onix qui est trop volumineux pour que je puisse le télécharger gratuitement sur GitHub. Mais ce modèle est le cerveau de notre extension. Donc, je veux vous donner une idée de la simplicité de créer un modèle Onyx. Donc, le script à droite, ce que vous voyez, ça convertit un modèle en Onyx. La première étape consiste à charger le modèle entraîné qui se présente souvent sous la forme d'un fichier de poids ou de ce qu'on appelle un fichier de checkpoint. C'est comme dans un jeu vidéo. Vous pouvez franchir un checkpoint qui sauvegarde l'état du jeu à un moment précis. Ensuite, on lui fournit une entrée factice qu'on appelle dummy input. C'est quelque chose qu'on a appris en cours de route. Il est crucial de bien connaître le modèle sous-jacent que vous allez utiliser, de savoir quelle forme d'entrée on attend. Dans notre cas, il s'attend à des valeurs de couleur, donc des valeurs RGB, et les études appellent ça des canaux. Ensuite, on va extraire la valeur brute de prédiction que nous trouvons dans le champ logits, et le modèle utilise également un package de métriques appelé 1db. Et alors qu'on extrait cette valeur brute de prédiction et laissons la fonction d'exportation Onyx faire sa magie. Pendant que ça tourne, donc Onyx, il suit la valeur d'entrée factice comme un auditeur et va créer pour vous un modèle Onyx. Donc, je veux qu'on touche vraiment du doigt ce modèle Onyx. Et c'est pour cela, on va utiliser un outil appelé Neutron. Donc, lorsque nous téléversons le modèle Onyx, dans Neutron, on obtient un flux comme celui-ci. Voici le modèle Onyx brut. On voit plusieurs couches, des couches de transposition, de la concaténation. On voit ici en bleu, il y a deux couches de convolution. C'est tout le modèle commence à détecter des bords et des caractéristiques d'image. En descendant plus loin, on aperçoit des couches, ici en vert, de batch normalization, une normalisation par l'eau, qui confère une rapidité ou une stabilité au modèle en normalisant statistiquement les données. Et encore plus bas, on trouve ici les boîtes prélues qui, de façon vraiment intéressante, ça aide les neurones à ne pas mourir et devenir inactifs. On appelle ça le problème de rouleau mourante, et c'est quand leurs valeurs sont négatives. Bon, sortant des détails techniques, nous avons notre modèle Onyx qui est dans notre plugin. Donc, explorons le code du plugin. Je vais vous dévoiler le secret, non si secret, de notre extension. C'est le script de notre plugin est injecté dynamiquement dans les onglets du navigateur. Et ce script récupère toutes les images de la page du Document Object Model ou DOM. Et pour chaque image, on l'envoie au modèle deepfake et on ajoute un bordure rouge autour de l'image si elle dépasse le seuil de 50% pour la probabilité. Et oui, notre message clé est que les extensions, les plugins Chrome, les extensions peuvent réellement modifier notre expérience de navigation. Elles sont vraiment puissantes et on ne peut pas les ignorer. Ouais, notamment, elles peuvent modifier les images qu'on voit s'afficher, et ça, c'est quand même. C'est-à-dire qu'une extension qu'on a installée peut carrément modifier ce que vous voyez, et donc ce sur quoi vous allez cliquer sur votre navigateur. Donc, comme on l'a fait pour le modèle, on va parler un petit peu de notre extension. Je vais vous montrer certains éléments clés de l'extension. On a les fichiers content.js et background.js. Au niveau du code background.js, c'est celui qui effectue l'injection. Donc, on injecte notre Onyx Runtime Web pour pouvoir exécuter le modèle dans cet onglet. Et ensuite, on injecte notre propre content.js. Donc, au niveau du content.js, on peut voir la ligne 81.
que nous lisons à partir du DOM, donc du document dot, et nous pouvons passer à l'image à notre modèle Onyx. On va redessiner l'image à l'aide du package Canva. Nous avons donc ces données d'image et nous pouvons lancer l'inférence, ce qui signifie que nous demandons au modèle d'évaluer une seule image. Alors nous prenons la prédiction brute, les logits, on la fait passer par une fonction sigmoïde et nous obtenons un chiffre entre 0 et 1 qui correspond à la probabilité de savoir est-ce qu'on considère que c'est un deepfake ou non. À partir de ce chiffre-là, on va décider d'une valeur seuil et c'est cette valeur seuil qu'on va définir. Ça peut être 60, 70, 80% en fonction de notre modèle et qui va nous dire si on considère que c'est un deepfake ou non. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vais passer peut-être le micro. Donc, si on part, on a testé sur un ensemble de données, c'était 70%, mais il y a beaucoup de faux positifs. Donc, ça détecte beaucoup des images, des vraies images comme des deepfakes. Donc, on expérimente avec une augmentation du seuil et on va voir ce que ça va donner. Oui, mais c'est pour un bémol, c'est pour les images générées par des GAN aussi. Ouais, et puis, mais le plugin, on l'a désigné d'une manière vraiment modulaire. Donc, l'intention est que pour vous, vous puissiez changer le modèle à l'intérieur du cerveau. Et quand il y a comme le jeu des chats à la souris, et demain, on peut remplacer le modèle par une C'est un peu une excellent base de modèle. travail open source, quoi. Mais ouais, c'est l'idée. OK, on va le mettre sur GitHub sous peu. Ouais. D'autres questions? Ouais. Planifiez-vous une extension Firefox? Tu le veux? Ouais. OK, on peut parler là-dessus. Après, ouais. On l'ajoute à la lettre de Père Noël. Monsieur? Ah oui, c'est parce qu'on prend l'image du Document Object Model. Donc, on prend le href de l'image dans le DOM, puis ça peut être un JPG, ça peut être n'importe quoi. On le prend, on navigue au site dans le href, et puis on le redessine. Ouais, le sujet n'est pas sur le format, mais plus sur la qualité du deepfake. C'est plus là où il y a du travail à faire. Oui, non, c'est un problème, c'est un vrai problème. Et ça dépasse même les icônes. C'est comme, mettons, on a un Facetune. Il y a comme une personne innocente qui veut changer comme les cheveux, les couleurs des cheveux un petit peu. C'est bénin, c'est pas avec l'intention avec un attaquant. Alors, c'est un problème qu'on doit traiter comme vraiment bientôt. Et c'est pas, aujourd'hui, c'est pas adressé, malheureusement. Ouais, où est-ce qu'on distingue la partie humaine de la partie genre qu'on va détecter par ordinateur? Parce que même après avoir détecté, il faut savoir dans quel but. Il y a tout un travail d'enquête, savoir pourquoi la personne elle a modifié l'image. Donc, ouais. Est-ce que le modèle, si je comprends bien, est-ce qu'on va faire la distinction entre un deepfake et une image qui aurait été modifiée par moi, mettons, dans Photoshop? Y a-tu capable de faire la distinction? Tu sais, comme, mettons, je change la couleur de mes cheveux. Il va-tu être signalé comme un deepfake? Probablement oui. OK. Oui, ça Ouais, c'est le problème. c'est Ouais. ça l'enjeu. Ouais. Oui. OK. Merci. Ouais, je ne sais pas comment on va adresser le problème, franchement. Peut-être qu'il faut entraîner un autre modèle, comme une deuxième couche. Alors, on a un approche multimodale. On a vidéo, audio, photo.
on prend l'audio, peut-être on peut déduire l'intention de la vidéo. C'est un autre modèle qui fait ça. Donc, c'est vraiment, ça prend du temps, ça prend une GPU. Mais il faut retourner à cette vision de comment on le fait à nos ordinateurs où la menace est là, sur nos ordi. On peut utiliser le cloud, sur AWS tout le temps pour ça. Puis après, il y a la question de l'énergie qui est un problème général en TI, c'est que on va arriver avec de moins en moins d'énergie, donc il va y avoir des choix sur où est-ce qu'on applique notamment de l'intelligence artificielle, comme ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc il y aura des choix stratégiques. Est-ce qu'on choisit de détecter les deepfakes dans cette application ou pas dans celle-là, ou est-ce qu'on l'utilise pour un autre, quelque chose de plus important mais ouais.